Homme de médias, homme politique, président du parti La Nationale, Sam Séverin Ango est notre invité dans cette nouvelle édition du Talk sur Focus Média Afrique. Sam Séverin, bonjour. Merci, bonjour à vous, monsieur Kevin Fotso. Merci d'avoir accepté notre invitation. Quel problème avez-vous avec Samuel Eto'o? Problème, non, je ne pense pas. Je pense qu'il y a beaucoup d'incompréhension, je peux le dire. Donc, la dernière sortie sur le plateau de la chaîne STV visait à soulever la problématique de sa dernière sortie au cœur de la sélection nationale après le match contre le Burundi. Donc nous avons été invités, pas seulement sur ce plateau-là, mais sur bien de plateaux de ce dimanche-là, à parler de cette question-là et d'essayer d'en donner un jugement. Bon, moi j'étais d'ailleurs assez gêné parce que finalement je trouvais que c'était épiphénoménal. Mais puisque la journaliste voulait profiter aussi de mon passé de chroniqueur de sport et de quelqu'un qui a bel et bien cheminé avec cette génération de joueurs pour dire ma part de vérité sur le sujet. Et je pense qu'à proprement parler, il n'y a pas de souci fondamentalement. Je voudrais peut-être en profiter pour rappeler une petite chose d'entrée de jeu. Quand on vient sur la Terre, chacun a une mission. Il y en a qui sont faits pour dire les choses en les caressant dans le sens du poil. Il y en a qui sont là pour applaudir systématiquement, même ce qui est mauvais. Il y a une catégorie également à laquelle moi j'appartiens, qui est là pour pourfendre. Je suis un pourfendeur, mais un pourfendeur dans le sens positif du terme. Quelqu'un qui veut redresser l'ordre établi. Quand c'est tordu, j'essaie de redresser, tout simplement. Donc en cela, je pense d'ailleurs que c'est moi qui fais œuvre utile dans cet épisode précisément, parce que je rappelle juste la norme. Comment est-ce que les choses doivent être faites? Parce que nous militons aujourd'hui pour l'avènement d'une république exemplaire. Nous sommes dans l'exemplarité et quelle que soit la personne, quel que soit le niveau de puissance de la personne qui est dans l'erreur, moi je suis fondé à le dire. Ce passé justement de chroniqueur de sport, convoquons-le, vous n'avez quasiment jamais été vraiment tendre à l'endroit de Samuel Eto'o. On sait par exemple que dans le cadre de la campagne électorale pour la gestion de la Fédération camerounaise de football, vous étiez de ceux qui émettaient des réserves relativement à sa candidature. C'est peut-être ce facteur qui pousse certaines personnes à parler d'un acharnement de Sam Séverin Ango vis-à-vis de l'actuel président de la Fédération camerounaise de football. D'abord, il n'y a pas d'acharnement. Pour ce qui me concerne dans ma relation avec lui spécifiquement, peut-être on dirait je suis peut-être celui qui aime bien, qui châtie bien, tout simplement. Moi, j'ai besoin de Eto'o, champion, qui se comporte bien même comme dirigeant. Mais déjà, précisément, si j'avais eu le courage et le seul d'ailleurs à pouvoir indiquer que le profil de Samuel n'était pas bon pour diriger le football dans une instance comme la Fédération, c'était bien une position avant-gardiste. Et c'est ce à quoi on est en train d'assister. Il y a beaucoup de ratages de toutes les façons. Au-delà de la sortie malheureuse qu'il a faite, je crois qu'il y a beaucoup de choses que moi je peux énumérer qui peuvent être de nature à attester de ce que c'était peut-être pas le très bon choix à ce niveau-là. Mais peut-être que j'éviterai de le dire aujourd'hui, de peur de passer pour quelqu'un qui aurait quelque chose de spécifique en termes d'acharnement. Aujourd'hui, si nous aspirons à diriger le pays, nous voulons simplement que chacun soit à sa place. Donc, nous disons que le champion qu'il a été, le grand footballeur, n'est peut-être pas à la bonne place aujourd'hui parce qu'on ne lui a pas aménagé cette place-là. Il n'a pas été préparé à cela. La preuve, c'est qu'il y a beaucoup de dysfonctionnements, que ce soit avec la Ligue de football, que ce soit même avec l'ancien secrétaire général, que ce soit avec quelques membres du comité exécutif qui le lui ont dit vertement. Il y a même aujourd'hui qu'il n'y a pas de vision. On n'a pas le sentiment qu'il y a une vision globale de la gestion du football camerounais depuis que son équipe est arrivée. Parce qu'on est dans les voyages systématiquement, on est dans les avions pour courir derrière les sélections nationales. Le championnat localement n'a pas connu un grand bond en termes de qualité au niveau de sa modernisation. Mais il y a pire, c'est qu'il n'y a pas de politique technique nationale. Une fédération, ça fonctionne comme ça dans le monde, a vocation à mettre en place la politique du football des jeunes, de la base au sommet. Comment on fait les formations? C'est la DTN qui devait être mise en place très rapidement dès qu'ils ont pris fonction. On n'a pas de direction technique nationale aujourd'hui. On choisit les entraîneurs un peu n'importe comment, pour ne citer que ces quelques points essentiels qui dénotent d'une véritable absence de vision de la part de l'actuelle équipe à la Fédération. Mais votre amour pour ce football camerounais devrait, à mon sens en tout cas, se manifester à travers un certain optimisme quant au parcours des Lions indomptables, quelles qu'en soient les compétitions. Quand vous dites par exemple que Samuel Eto'o arrête ça,
on ne gagnera rien au Qatar. Est-ce que ce n'est pas un peu trop fort quand même? Je lui demande d'arrêter, je lui parle comme un grand frère d'abord. C'est-à-dire quand je parle avec autorité. Donc à ce niveau-là, est-ce qu'il n'est pas un tout petit peu libre de rêver, Sam Séverin? Bon, rêver, mais de toutes les manières, la manière avec laquelle... Vous savez, monsieur Kevin, je vous sais assez perspicable. Vous savez, nous, on n'en avait rien à faire si cette affaire n'avait pas été orchestrée pour que le grand public le sache. Ils auraient pu le faire tranquillement dans leur cuisine sans vouloir nous balancer cela avec le micro qui avait été placé par la direction de la communication. Donc, c'était bien mauvaise communication à ce niveau-là. Donc, il est libre de rêver. Il est même libre peut-être de parler un peu durement. Mais le spectacle qui a entouré cela, qui finalement n'a pas servi à cette équipe au niveau de sa belle image, parce qu'on a quand même à l'intérieur de la sélection nationale de grands noms du football, ce sont des professionnels. L'équipe nationale de football, c'est un conglomérat des meilleurs footballeurs du pays que nous avons. C'est vraiment les plus bons, les plus forts, si on peut le dire. Et il n'a pas à leur parler comme ça, parce que de son époque, il n'acceptait pas ça, justement. Il n'acceptait pas que le vestiaire soit le terreau où les ministres de sport ou bien les présidents de fédération viennent, n'est-ce pas, s'adresser un peu brutalement. Il était le premier à le contester, donc on ne peut pas comprendre qu'aujourd'hui, il soit le premier à faire ce qu'il a toujours refusé. Donc, il y a un ordonnancement, c'est pour ça que nous disons que les choses doivent être faites dans la norme. Donc, maintenant, si je dis que on n'a pas vocation à aller gagner quoi que ce soit au Qatar. C'est également sur la base de mon expérience. Parce que moi, j'étais très, très peiné, parce que j'étais de la Coupe du Monde en 2010, en Afrique du Sud. On est rentré avant-dernier. J'étais également de l'aventure du Brésil en 2014. Là, c'était la catastrophe encore. Alors, la seule Coupe du Monde à laquelle nous avons participé avec beaucoup de bonheur, peut-être vous n'étiez pas né, c'était en 90 en Italie. Moi, j'étais tout jeune encore au collège à l'époque, et c'est pour cela que je trouve un peu prétentieux qu'il vienne également dire qu'il était le meilleur footballeur de tous les temps au Cameroun. Il a dit. Moi, je pense que c'est bien Roger Mila, ça c'est mon opinion, qui nous a permis d'aller en quart de finale. Donc, il faut un minimum de modestie, mais ça n'enlève rien à la qualité de l'homme Eto'o ou bien de ce qu'il a pu représenter pour ce pays-là, mais il ne peut pas se bomber le torse et outrepasser finalement les limites qu'il devrait pouvoir s'imposer. Raccrochons les crampons, en tout cas dans cette émission, pour sortir du sujet lié au football et parler de cette affaire qui fait polémique en ce moment, qui est liée à la publication du rapport des primes reversées aux Lions indomptables dans le cadre de la qualification pour la Coupe du Monde. C'est un sujet qui fait polémique, premièrement parce qu'une partie de l'opinion considère que c'est des sommes faramineuses qui sont reversées au moment où notre économie peine et où on pourrait utiliser ces fonds à d'autres fins, mais aussi parce que la FECAFOOT a réagi en disant que ce document était destiné au ministère des Sports et qu'elle ne comprend pas trop comment est-ce qu'il a fait pour se retrouver sur la place publique. Votre lecture? Oui, ma lecture, c'est justement que nous sommes en plein amateurisme. Ça, c'est ma première grille de lecture, s'agissant précisément de la gouvernance du sport en général et du football en particulier. Parce que le document, j'ai pu y jeter un coup d'œil également, il est signé d'un agent comptable. L'agent comptable de la Fédération de football n'écrit pas au ministre en charge des sports dans un pays sérieux. L'agent comptable ne s'adresse pas. Il y a le parallélisme des formes en droit. Vous ne vous adressez pas à un ministre. La seule personne habilitée à adresser une correspondance directement au ministre des Sports, c'est le président de la FECAFOOT lui-même. Sur la base donc des éléments qui lui sont fournis au plan technique par ses employés, que peut être le directeur général ou bien le directeur financier. Mais c'est un agent comptable. Ce n'est même pas le directeur administratif et financier. Vous voyez un peu déjà ça. Quand vous parcourez le document encore, vous vous apercevez qu'on ne nous précise pas les primes. C'est dans quel cadre finalement? Paiement des primes aux Lions indomptables, dans le cadre de quoi? Ça rejoint donc ce que je disais tout à l'heure, qu'il n'y a pas de professionnalisme à l'intérieur. Passons. Maintenant, lorsqu'on va voir au niveau du montant, vous savez, du temps où la FECAFOOT essayait de bien faire le boulot, du temps du président Iya Mohamed, parce que je peux indiquer ici que c'est l'un des rares présidents des fédérations qu'on a eu et qui avait le niveau pour bien gérer, parce qu'il avait déjà les prérequis. Pourtant, vous n'étiez pas tendre envers Iya Mohamed à l'époque. Je vous ai dit que moi, je ne suis pas là pour être tendre. Moi, je partais déjà à la catégorie de Charles Ateba Yéné, de France Fanon, ou de M. Kémy Seba, de Ousmane Sonko. Moi, je suis de cette catégorie. Donc, n'attendez pas de moi que je vienne applaudir. Je dis rarement quand quelque chose est bien fait. Et si je suis journaliste, et si j'ai été bon journaliste, une des règles d'or du journalisme, c'est qu'on ne parle pas du train qui arrive à l'heure.
Le train qui arrive à l'heure n'est pas une information pour les journalistes. Donc, il faut également que vous-même vous arrêtiez de me rappeler que je n'ai pas souvent été tendre. Je dis donc que, au niveau des sommes faramineuses, le président Iya Mohamed, à l'époque, déjà dénonçait cela. Il dénonçait le gigantisme des gros montants d'argent qui sont décernés au football. Lorsque nous allons en Afrique du Sud en 2010, l'équipe du Cameroun, qui, soit dit en passant, est rentrée bonne dernière, était l'équipe qui était logée dans les plus gros hôtels. L'hôtel qui a été choisi pour les Lions indomptables de M. Paul Le Guen avait d'abord fait l'objet d'une polémique à l'époque. C'était un truc de, je ne sais pas, 5 ou 6 étoiles. Finalement, on ne comprenait pas. Et M. Iya ne comprenait pas tout ce gaspillage de l'argent public. Parce que c'est l'État du Cameroun, en réalité, qui décaissait les sommes d'argent faramineuses du ministère des Finances en direction des Lions indomptables. Lorsqu'on va toujours en Afrique du Sud, chaque joueur avait déjà perçu à peu près 50 millions de francs CFA par joueur, par tête. C'est pour cela que les gens ne m'ont pas compris l'autre jour quand j'ai dit en même temps, le football ne nous apporte pas grand-chose, ça nous engloutit plutôt de l'argent par rapport à la politique choisie par l'État camerounais qui veut se servir du football parce que les victoires des Lions indomptables permettent d'endormir l'opinion pour qu'on ne puisse pas se rappeler qu'il y a la vie chère, par exemple. C'est un exemple. Donc, ces grosses sommes, c'était déjà un problème à l'époque. C'est pour cela que jusqu'aujourd'hui, c'est toujours un problème. On se serait attendu quand même à ce que la nouvelle équipe en place à la fédération vienne essayer de rationaliser. Parce que vous avez bien rappelé vous-même qu'aujourd'hui, nous sommes au bord de la faillite au Cameroun. Parce que ce sont des choses qui peuvent même à la limite révolter. Même au Brésil, chaque footballeur, même la dernière Coupe des Nations qu'on a abritée ici, chacun s'est tiré avec une bagatelle de 100 millions par joueur. Est-ce que c'est normal? Non, répondez vous-même, dites-moi. C'est normal dans un pays comme ça? Dans le cas d'espèce, vous n'êtes pas journaliste, c'est moi qui pose les questions. Je vais me réserver de ce droit. Ouais. Parlons de politique générale, justement. Dans votre vie actuelle, vous êtes président du parti La Nationale. Vous avez été membre du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Vous êtes quitté de ce parti dans des circonstances encore très peu connues du grand public, sauf qu'il y a quelques jours, votre ancienne camarade Michel Ndoki vous a cité dans le cadre d'une émission où elle a d'ailleurs profité de l'occasion pour annoncer sa candidature à la présidence de votre ancien parti. Est-ce que vous pouvez revenir de prime abord sur les circonstances de votre départ du MRC? Pourquoi est-ce que vous avez décidé de quitter le navire? Très bien. Disons, moi je n'avais pas de problème fondamentalement avec le MRC. Le MRC, l'aventure, elle a été courte, malheureusement, il faut bien le dire, juste parce que passé la période qui aurait dû nous permettre, nous autres qui étions vraiment motivés pour aller aux élections municipales et législatives, je suis resté là-dedans à me tourner un peu les pouces parce que, voyez-vous, moi je ne voudrais pas que le journalisme soit compatible avec la politique. J'avais complètement quitté le journalisme pour ne faire que politique. Donc moi je n'étais pas comme ceux qui étaient des avocats, des médecins étant à l'intérieur du parti. Tu peux être avocat et médecin et faire de la politique, mais tu ne peux pas la faire étant vraiment un journaliste au sens strict du terme. Donc moi qui étais juste resté homme politique, dans les rangs du MRC, n'ayant pas une vision globale par rapport à mon rôle à jouer, donc j'ai simplement d'abord choisi de revenir dans ce métier-ci, mais après, bon, la vocation, finalement, m'a rattrapé pour dire, finalement, il faut aller jouer un rôle pour mon pays. C'est dans ce sens que, subrepticement, vraiment sans faire beaucoup de bruit, j'ai simplement choisi d'être à la tête d'une formation politique telle que cela m'a été demandé, sans que ça ne puisse faire l'objet, j'allais dire, d'un différend avec le mouvement pour la renaissance du Cameroun, qui, pour moi, reste un parti politique d'alternance au Cameroun. Oui. À travers la sortie de Michel Ndoki, elle semble vous interpeller, vous notamment, cadre démissionnaire, ceux qui hier ont fait la force de ce parti et qui aujourd'hui malheureusement ne sont plus là, à revenir pour conduire avec elle, dans l'éventualité qu'elle prenne la présidence de ce parti, le projet commun qui était le vôtre. Comment est-ce qu'à titre personnel, vous avez accueilli cet appel, j'ai envie de dire, cette main tendue de Michel Ndoki qui
invite Sam Séverin Ango et les autres à revenir à la maison et à travailler avec elle à la présidence du MRC. Très bien. Disons que j'ai déjà été interpellé sur la même question, effectivement. Bon, je dois donc le dire ici. J'ai une relation particulière avec Maître Michel Ndoki, effectivement. On est assez proches. Et j'étais un peu au courant de ce qui devait arriver. On en avait parlé, je crois, plusieurs mois avant, d'ailleurs. Hein. Elle était vraiment déjà dans le truc pour se présenter candidate à la présidence du mouvement pour la renaissance du Cameroun. C'est vrai que nous faisions déjà partie d'un bon groupe quand même de cadres qui avions vraiment envie d'y aller. Parce qu'aujourd'hui, quand vous regardez l'Assemblée nationale du Cameroun, la configuration qu'a notre Parlement aujourd'hui, tout au moins au niveau de la Chambre basse, vous rendez compte qu'on a manqué quelque chose. L'Assemblée nationale, pour moi, aurait dû receler des personnages comme Olivier Bibounissak, Maître Sim Emmanuel, Michel Ndoki, Célestin Djamen, Sam Séverin Ango, ou encore quelqu'un comme Dr Oko Apollinaire, ou encore Okala Ebodé, nous tous qui étions vraiment dans l'engagement pour faire bouger les lignes. Mais aujourd'hui, en raison du revirement spectaculaire de dernière minute qui ne nous a plus permis d'aller sur les starting blocks, finalement, le parti oligarque en place a profité pour remplir encore l'Assemblée de gens qui ne servent à rien concrètement à l'intérieur. Et il y a eu quelques autres saupoudrages avec l'entrée minimalement de quelques autres formations politiques, mais qui n'impactent pas aujourd'hui finalement au niveau de leur représentativité au sein de ce Parlement-là. C'est pour cela que nous sommes peinés. Les anciens cadres du MRC que nous sommes avions vraiment vécu la chose difficilement, je ne peux pas vous le cacher, parce que pour la plupart d'entre nous, on avait été surpris. Ça, c'est la vérité qu'il faut dire. Reste difficile à avaler, parce qu'au dernier moment, on ne nous a pas informés. Vous en voulez au président Maurice Kamto? Non, disons que dans le cadre de ce qu'on avait appelé à l'époque la discipline du parti, nous étions bien obligés d'intégrer les éléments de langage qui voudraient qu'on puisse être tous d'accord que les raisons étaient fondées de ne pas aller aux élections. Donc on a avalé ça, la mort dans l'âme pratiquement. Moi, je faisais partie des groupes qui étaient envoyés dans les régions à l'époque pour expliquer les raisons pour lesquelles on n'y est pas allé. Donc on est resté... Sans en être convaincu, semblez nous le dire. Surtout pour nous dans le Sud, parce que voyez-vous, moi je voulais en découdre finalement dans ma région. Bon, j'ai vraiment cette volonté-là, parce que là-bas, il n'y a jamais eu depuis le temps du multipartisme une seule formation politique qui a réussi à gagner quoi que ce soit dans l'opposition. Le Sud est vraiment dans ce qu'on appelle le socle granitique. Ils veulent faire que du 100% RDPC. Et à l'époque donc de cette campagne électorale, je peux vous garantir que nous avions minimalement 50-60% de chances d'hériter d'au moins 2 ou 3 mairies et de passer à l'Assemblée nationale avec 1 ou 2 sièges, minimalement. Vous voyez? Donc, nous, on était vraiment très très déçus, parce que la conséquence, c'est qu'en face, le RDPC, dans la villa, n'avait pas su produire de nouveaux candidats. Ce sont les mêmes pratiquement qu'on a reconduits, y compris quelqu'un qui est à son 4e mandat. En violation flagrante de la loi, on a reconduit le député Jean-Jacques Zam, qui avait déjà fait 3 mandats. Et le président Paul Biya, à l'époque, même avait dit qu'on ne veut plus de gens qui ont déjà fait 3 mandats au niveau des investitures. Mais le professeur Jacques Famendongo n'en a fait qu'à sa tête. Il a reconduit M. Jean-Jacques Zam. Il est député pour la 4e fois consécutive. Est-ce que c'est normal? Donc nous, on avait voulu en finir avec cela dans le Sud. Et c'est pour cela que la décision de Maurice Kamto, nous interdisant d'aller aux élections avec quelques autres des membres du directoire, ne nous a pas beaucoup arrangé. Vous avez fait l'objet, parlons du Sud, hein, votre région d'origine notamment, que vous avez évoquée. Vous avez fait l'objet d'une audition de près de 2 heures de temps. La presse a été saisie hier très tard d'ailleurs, par voie de communiqué de votre parti, d'une audition au niveau de la préfecture de la Mvila. Une audition à travers laquelle le préfet de ce département vous demande, ce n'est pas commun, de justifier le lien juridique qui vous lie au parti la nationale. Je parle d'une démarche administrative peu commune. Comment vous, à titre personnel, vous l'interprétez? Je rappelle que vous êtes président par intérim de ce parti créé en 1996. Tout à fait. Vous avez les bonnes informations et vous avez bien su le rappeler vous-même. Démarche peu commune. C'est ce que moi je retiens. Non, je crois que nous sommes toujours dans des archaïsmes qui n'avancent pas le Cameroun. Le Sud, d'après les théoriciens du socle granitique, doit rester la chasse gardée du parti au pouvoir, sur le prétexte selon lequel Paul Biya est un enfant du Sud, donc il n'est pas permis que l'opposition politique adverse puisse y rentrer. Donc c'est vraiment quelque chose d'anachronique
et d'antinomique vis-à-vis de l'idéal démocratique. Mais aujourd'hui, nous disons que ça fait partie du passé. Nous allons passer à autre chose, nous sommes passés à autre chose. Parce que même dans l'hypothèse où on devrait venir nous rappeler que Paul Biya est un des nôtres, nous disons donc que Paul Biya n'est plus là, puisqu'il n'est plus là. Donc nous sommes en train de parler de l'après-Biya. Et le RDPC n'est pas le parti de M. Biya. Passons. Il s'agit de quoi? Très concrètement, depuis le temps même de Abel Eyinga lui-même, de très solide réputation quand il avait créé ce parti, vers la fin de sa vie, parce qu'il a passé sa vie publique à l'étranger à l'époque, dans les années 70, nous n'étions même pas nés, et tout aux côtés de très grands noms. Je dois rappeler et préciser pour la gouverne de nos téléspectateurs que M. Abel Eyinga, lors de la célébration de son mariage, avait pour témoin principal Paul Biya lui-même, avec qui il a partagé la même chambre d'étudiants en France. Nous sommes dans les années 50. Et quand il arrive au Cameroun, il est fait chef de cabinet du premier ministre du Cameroun, M. Charles Assalé. Et puis, quand il se déclare candidat à l'élection présidentielle en 1970 face à Ahidjo, il sera combattu et exfiltré en Algérie, finalement. Ça, c'est bon à savoir. Et c'est Paul Biya qui permet à Abel Eyinga de retourner au Cameroun au début des années 90, lorsqu'il lui a été possible de reposséder un passeport camerounais. Et Paul Biya n'a jamais demandé à personne de faire opposition au parti d'opposition dans la région du Sud. Il ne l'a jamais demandé. Ce sont vraiment des camerounismes, des choses qui ne tiennent pas à beaucoup. Vous voyez donc aux yeux de la loi, la nationale n'a jamais été dissoute. La nationale est un parti créé, légalisé en 1996, vous l'avez rappelé, par les soins de M. Gilbert Anzetsungi, qui était ministre de l'administration territoriale de l'époque. Et jusqu'à ce jour, le parti existe au plan légal. Nous sommes repartis au MINAT et on a retrouvé l'acte de naissance de légalisation de ce parti que nous avons en copie. Et les anciens et les nouveaux militants se sont donc réunis tout simplement le mois de mars dernier, le 7 mars, pour procéder à ce qu'on a appelé la rentrée politique. La rentrée politique qui a donc débouché sur la mise en place de ce nouveau bureau provisoire qui est appelé à aller vers un congrès. Les textes du parti, peut-être que c'est le prétexte du préfet, prévoit qu'un bureau est élu dans le cadre d'une assemblée générale élective, si je ne me trompe pas. Non, ce n'est pas les textes du parti. J'étais en train d'y arriver en réalité. Il y a les textes qui régissent le fonctionnement des partis politiques au Cameroun. Au 3e étage du ministère de l'administration territoriale, vous avez le bureau des associations et des partis politiques et des élections. Là-bas, toutes les informations sont disponibles. Tous les politologues vous le rappelleront. Donc, aux yeux de la loi, en cas de changement de direction d'une formation politique, les ayants droit sont simplement invités à informer les autorités à travers le gouverneur de la région concernée, la région dans laquelle le siège du parti se situe, et c'est au gouverneur de la région, dans un délai de 15 jours, qui est chargé de transmettre le nouveau dossier au niveau du MINAT à Yaoundé, tout simplement pour que le ministre puisse prendre acte de cela. Ce que nous avons fait, le 10 mars, nous avons immédiatement déposé le nouveau dossier et la recomposition et le procès verbal de cette réunion-là, qui n'avait pas été interdite parce qu'il faut commencer par là. Nous avons bel et bien reçu l'autorisation de la sous-préfecture d'Ebolova 2e à travers la demande de manifestation publique. Donc, depuis le 10 mars dernier, nous sommes au mois de juin. Les 15 jours sont très largement dépassés. Parce que, aux dernières informations, le dossier est toujours en souffrance au cabinet du gouverneur de la région. Nous savons ce qui est en train de se passer. En réalité, il s'agit de tenter de nous faire taire. Parce que la nationale, même du temps de Abel Eyinga, son fondateur, était déjà un parti qui n'était pas accepté dans cette région. Du fait, d'ailleurs, du caractère, du tempérament, de la grande force de ce personnage et de ses idées, parce que lui faisait la politique autrement. Nous venons pour faire la politique autrement, et immédiatement après cette entorse, nous avons publié ce communiqué pour dire à l'opinion nationale et internationale que nous prenons à témoin que rien ne se passera plus comme avant. Nous allons mener nos activités très très normalement, parce que si l'administration est fautive, est-ce qu'on doit venir nous l'imputer? S'ils n'ont pas transmis les données au bon moment à temps, comme le prévoit la loi, ce n'est pas à nous. Et ce n'est pas au ministère de l'administration territoriale d'interférer ou bien de donner l'autorisation de reconnaissance. En réalité, un parti qui est déjà légalisé doit mener ses activités en toute allégresse. C'est ce qui se passe. Mais nous disons qu'on espère qu'on va revenir à de meilleurs sentiments parce que nous n'allons pas nous laisser faire. Parce que s'il y a des déflagrations et des mouvements d'humeur dans les jours à venir, parce que nous sommes en ordre de bataille, parce qu'ils sont en train peut-être de penser qu'on est des
des amuseurs, mais en réalité, il y a du très beau monde et du grand monde derrière nous. Par rapport à l'horizon 2025, nous disons que la nationale doit être un parti alternatif. Davantage dirigé vers les populations du Grand Sud, le centre, le Sud, l'Est, mais avec une visée fédéraliste parce que nous militons pour l'émancipation des peuples autochtones de toutes les régions du Cameroun. Sam Sévérin Ngo, vous êtes une personnalité publique, un homme de médias connu du petit écran depuis, j'ai envie de dire, l'avènement de la télé privée, comme on l'appelle souvent au Cameroun. Ouais. Vous êtes également, il faut bien qu'on en parle avant de sortir de cette émission, un personnage que certains qualifient de controversé. Il y a surtout un aspect qui intrigue, c'est les rapports que vous avez avec votre épouse. Depuis quelques semaines, on voit défiler sur la toile des vidéos de cette dernière qui vous traite de tous les noms d'oiseaux, vous accuse d'infidélité. Est-ce que ça fait bon ménage avec le président de parti politique que vous êtes désormais aujourd'hui? Ou, pour faire simple, qu'est-ce qui se passe dans la vie de couple du président Sam Sévérin Ngo? Très bien, c'est un sujet que moi je n'ai pas souhaité évoquer. Je crois que je vous l'ai dit avant le début de ce programme. Mais juste en quelques minutes, ce n'est pas à moi qu'il faut poser la question. Donc si vous remarquez bien que la femme est scandaleuse depuis le début, elle n'en est pas à sa première sortie, il y a eu beaucoup de choses qui ont entamé littéralement mon image publique. Et il se trouve donc aujourd'hui précisément, depuis que nous parlons de la nationale, parti politique avec de sérieuses ambitions, ceux de nos détracteurs et de nos ennemis qui veulent instrumentaliser ce mauvais côté de la dame s'en sont pris à cœur joie pour tenter de l'infiltrer pour que nous... Parce qu'en réalité, les soucis qu'on peut avoir à l'intérieur d'un couple ne doivent pas impacter sur mon activité. Mais vous avez bien suivi dans l'une des vidéos en question un aspect qui est lié au parti politique. Et c'est pour cela, heureusement d'ailleurs, qu'aujourd'hui, pour nous, ce sont des choses qui ne nous ébranlent pas véritablement. Vous savez, on juge également la grandeur d'une personne ou d'une personnalité au niveau des épreuves qu'il traverse. Alors, si vous êtes tout le temps vilipendé, attaqué, piégé, insulté, eh bien, sachez que vous avez quelque chose, monsieur Kevin Fosso. Je crois que vous-même, vous avez traversé à votre jeune âge quelques étapes assez difficiles aussi. Alors, moi, j'assume mon destin. Vous savez, on ne peut pas échapper à son histoire. L'histoire avec mon épouse Geneviève date seulement de 3 ans, depuis avril 2019. En réalité, j'avais déjà été marié préalablement. Malheureusement, l'épouse toute jeune s'en était allée après une dizaine d'années et j'ai gardé les enfants qui sont nés de ce premier mariage. Je crois que la relation avec Geneviève est une relation qui n'a pas eu de très très bonnes fondations. Je pense que j'ai eu le temps de le préciser. Et il va falloir qu'aujourd'hui, c'est la seule chose que je peux dire, que sa famille, que je suis allé rencontrer il y a quelques mois, parce que dans une première sortie, lorsque je redémarre ce projet, j'étais allé sur une autre chaîne de la place et indiquer que je ferais tout pour amener Geneviève à de meilleurs sentiments. Mais il se trouve que nous sommes dans une relation difficile parce qu'elle, de nationalité française, n'avait pas fait reconnaître le mariage en France. Donc, nous vivons une histoire où elle est française. Quand elle vient en France, je ne suis pas au courant des choses, de ce qui se passe là-bas. Mais quand elle débarque au Cameroun, elle peut être libre de poser tout et n'importe quoi comme acte. Donc, il y a cette difficulté, cet éloignement. Il n'y a pas eu de regroupement familial. Il y a eu beaucoup de difficultés entre sa famille, ses grands-enfants du Cameroun, qui m'ont pris pour cible tout le temps, qui n'ont jamais validé cette relation. Mais en réalité, c'est elle qui s'est toujours entêtée à nous maintenir là-dedans. Et plusieurs fois, nous étions déjà sur le domaine de la séparation et du divorce. Je connais l'origine du déclenchement de tout ce qui est en train de se passer, mais je ne le dirai pas ici. Je pense qu'elle a besoin d'aide, j'ai besoin d'être encouragé également, et aujourd'hui, davantage même, nous sommes endeuillés, parce qu'elle a perdu sa première fille, qui vivait au Cameroun depuis quelques jours d'ailleurs. Donc, fatalement, c'est pour ça que je n'avais pas souhaité qu'au cours d'un projet comme celui-ci, on puisse... Oui, des condoléances, effectivement, parce que c'est plutôt de la peine. Je pense que nous devons véritablement plutôt nous consacrer. On ne doit pas être dévoyés. Vous savez également, les histoires de frasques de couple et tout avec nos femmes, ça a toujours touché quelques grands hommes, des hommes publics, les hommes célèbres, les hommes du showbiz, des hommes politiques, même du temps de Karl Marx. Quand vous rentrez dans l'histoire des grands hommes politiques du monde, il y a Valérie Trierweiler a fait tout un ouvrage à l'encontre de François Hollande, mais Hollande avait choisi justement le silence. Donc pour l'instant, de ma part, il n'y a pas d'acte
délictueux ou bien un scandale sur lequel je peux être attaqué relativement à ma relation difficile avec mon épouse actuelle. À la limite, on trouvera le moyen d'harmoniser tout cela pour le bien de tous, pour le bien de sa famille, pour le bien de mon personnage, de ma famille également, qui en souffre quelque peu. Mais je crois que c'est une épreuve de laquelle j'espère pouvoir en sortir. On souhaite en tout cas de revenir à de bons sentiments. Merci Sam Zevrango d'avoir accepté notre invitation, surtout d'avoir fait le déplacement tout spécialement de Yaoundé pour Douala à l'occasion de cet enregistrement pour éclairer l'opinion sur ces différentes questions. On va également remercier le personnel de l'espace Odizango, c'est bien ça, voilà, je n'écorche pas le nom, qui a bien voulu nous prêter son cadre dans le cadre... Et Monsieur Petit Pays, justement, que je salue parce que j'ai une relation particulière avec lui. Il fait partie avec André-Marie Tala et Prince Yango. Il y a bien d'autres noms également dans le show business, comme Grâce Deka, avec qui j'ai des relations spécifiques. Donc, Monsieur Petit Pays, c'est un grand monsieur qui a permis que cet espace puisse abriter de très beaux moments. Et je pense qu'on devrait être fiers d'avoir ce grand monsieur. Et je n'oublie pas monsieur Olivier Dil Diom, qui est l'événementiel qui dirige cet endroit également, qui nous a facilité cette installation. Merci Sam Zevrango. Merci à vous. À vous également, chers internautes. Merci de nous avoir regardés dans le cadre de cette nouvelle édition. Merci à toute l'équipe technique conduite par Gilles Noubissi. On se donne rendez-vous très prochainement sur Focus Média Afrique pour une nouvelle édition du Talk. D'ici à là, portez-vous bien.